Bonjour, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'agrivoltaïsme. Ce webinaire est organisé par Réussir en partenariat avec l'entreprise TSE. Énergie, réchauffement climatique, agronomie, ces changements sont désormais au cœur du quotidien des agriculteurs, mais il s'agit aussi d'enjeux de société. Alors bien sûr, il n'y a pas une solution, mais des solutions, et l'une d'elles, ça pourrait être l'agrivoltaïsme. Au cours de ce webinaire, nous allons découvrir des nouvelles solutions comme la canopée d'Amance en Haute-Saône, une centrale compatible avec les grandes cultures. Objectif, maintenir, voire même améliorer la production agricole et produire de l'électricité verte. Pour en parler, nous avons réuni plusieurs experts. Alors d'abord, nous avons Émilie Pommier, ingénieure agronome et directrice R&D agronomie de TS. Bonjour. Bonjour. Didier Combe, vous êtes ingénieur de recherche à l'INRAE, à l'unité de recherche prairie pluridisciplinaire, plantes fourragères. Vous travaillez sur les relations entre l'ombrage, luminosité et production des plantes. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Michael Carlo, directeur régional des TSE, en charge de 3 agences. Votre rôle avec les directeurs d'agences et leurs équipes, c'est de développer les projets photovoltaïques et agrivoltaïques sur le terrain. Alors Bonjour. n'hésitez pas, bonjour, excusez-moi, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va prendre un temps en fin de webinaire pour y répondre avec les experts. Donc voilà, vous avez la possibilité de laisser des commentaires et donc de poser des questions. Lors de ce webinaire, nous allons notamment voir l'exemple de la canopée d'Amance. Nous aurons 3 parties. D'abord, on va étudier les solutions en agrivoltaïsme entre les ombrières ou la canopée notamment. Et on verra aussi les intérêts agronomiques avec l'ombrage partiel, tournant et la protection des plantes contre les aléas climatiques. Et enfin, on abordera aussi les essais agronomiques menés notamment en partenariat avec l'INRAE, représenté par Didier Combe. Et on terminera avec l'aspect administratif et bien sûr la rémunération de l'exploitant agricole, mais aussi du propriétaire. On va commencer avec vous, Michael. Donc, vous êtes, on disait, directeur régional. Votre rôle, et celui des équipes, c'est vraiment d'accompagner le développement du projet, contact avec les agriculteurs, relations locales avec les élus locaux, les institutions. C'est bien ça, vous menez le projet du premier contact jusqu'au dépôt du permis de construire. Oui, tout C'est à ça? fait, Vincent. Alors, effectivement, on s'occupe de tout depuis les premiers contacts jusqu'à, et j'irai même un peu plus loin, jusqu'à l'obtention du permis de construire. Et puis, une fois le permis obtenu, chez TSE, en interne, ce qui se passe, c'est que nous, les agences, nous passons la balle à nos collègues de la construction pour aller construire effectivement nos belles centrales. Alors, assez rapidement, est-ce que vous pouvez me donner votre définition de l'agrivoltaïsme, sachant que maintenant, en plus, il y a un cadre juridique, je crois. Bah oui, tout à fait, Vincent. C'est ce que j'allais vous répondre, c'est que tout d'abord, c'est le gouvernement qui a donné un cadre et qui a défini ce qu'était l'agrivoltaïsme dans la récente loi d'accélération des ENR. Pour le gouvernement, c'est contribuer à l'installation, au maintien et au développement d'une production agricole, apporter directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants: l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas, l'amélioration du bien-être animal, et puis surtout, garantir la continuité d'une production agricole et le fait que l'installation agrivoltaïque soit réversible. Alors, chez TSE, on n'a pas attendu que le gouvernement définisse ce qu'était l'agrivoltaïsme pour l'appliquer. Ça fait 3-4 ans qu'on travaille dessus et on est évidemment complètement aligné avec cette définition. J'ajouterais peut-être simplement le fait que, mais ça c'est vraiment notre ADN chez TSE, le fait qu'un développeur agrivoltaïque ne doit pas être simplement là pour aller poser des panneaux sur des terres agricoles. Ça doit être aussi, ce producteur d'énergie que nous sommes doit connaître parfaitement le milieu agricole, s'intéresser aux agriculteurs, à leurs pratiques, à leurs enjeux. Voilà, c'est pour ça que chez TSE, en tout cas, tous nos collaborateurs sont issus déjà des territoires, ils sont des experts de leur domaine et ils connaissent bien le monde agricole.
Oui, d'ailleurs, on le verra avec le témoignage de l'agriculteur tout à l'heure en vidéo. Il le dit bien, il reste d'abord avant tout agriculteur. Alors, une petite question aussi. Photovoltaïque, on pense soleil, on pense sud. Maintenant, TSE, vous êtes implanté partout en France, hein. Il n'y a pas de préférence. Non, on a 8 agences en France qui couvrent la totalité du territoire français. Alors, comme tout le monde dans le solaire, en tout cas toutes les entreprises historiques comme la nôtre, hein, parce que ça fait 15 ans qu'on travaille dans le solaire. On était historiquement basé dans le sud, hein, puisque notre siège social est toujours à Sophia Antipolis. Mais effectivement, depuis, nous avons agrandi notre territoire en allant un peu partout. On a des agences à Toulouse, à Avignon, à La Rochelle, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Amiens et Metz. Donc on couvre toute la France. On voit beaucoup de nouveaux acteurs sur ce domaine de l'agrivoltaïsme, du photovoltaïque. Vous, alors vous disiez, ça fait 15 ans que vous existez, vous n'êtes plus une start-up, quoi. Oh ben non, parce que si on part de ce qu'est une start-up, hein, c'est une entreprise nouvelle, innovante certes, à fort potentiel, mais en pleine croissance et finalement qui crée de la spéculation sur sa valeur future. Comme je l'ai dit et comme vous le répétez, nous on existe depuis 10-15 ans. On a aujourd'hui 250 salariés, on a un capital qui est bien défini, des technologies éprouvées qu'on déploie de façon, je dirais, classique, entre guillemets, partout sur le territoire, avec, avec un modèle financier qui est basé sur une gestion minutieuse des charges et du chiffre d'affaires. Donc voilà, je pense qu'on est loin d'être une start-up maintenant, on est plutôt une forte PME. Alors, quels sont vos objectifs aujourd'hui en termes de développement photovoltaïque, agrivoltaïque? Voilà. Nos objectifs chez TSE, tout d'abord, enfin, avant de vous donner nos objectifs, c'est plutôt de revenir sur les objectifs français. En fait, en France, il faut savoir qu'à date, on a installé à peu près l'équivalent de 14 gigawatts de puissance installée sur le territoire en 15 ans. Ça fait à peu près un peu moins d'1 gigawatt par an. Il faut savoir que même en cumulant avec l'éolien et avec les autres ENR, la France n'a pas été un bon élève puisque, on n'a pas réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était nous-mêmes fixés, hein. Ce qui veut dire que, l'Europe nous a mis une amende, tout simplement, de 500 millions d'euros l'an dernier qu'on a dû payer parce que on n'a pas atteint nos objectifs en énergie renouvelable sur le territoire français. Bon, à partir de là, le gouvernement, par le biais de la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'électricité, enfin, de l'énergie, pardon, fixe comme objectif d'avoir une capacité de puissance installée solaire de 44 gigawatts d'ici 2028. Ce qui nécessiterait d'installer environ 6 gigawatts de panneaux solaires par an sur le sol français, là où je viens de le dire, on était à peine 1 depuis 15 ans. Donc c'est très bien, ça veut dire qu'on a enfin compris que ça devenait très urgent de développer les ENR et on se fixe des objectifs assez ambitieux. Nous, chez TSE, on pense que l'objectif de 6 gigawatts par an fixé par le gouvernement est même un peu bas et en vérité, on aura besoin de monter au moins à 8 et puis finir à une centaine de gigawatts de puissance installée d'ici 2035. Ce qui veut dire que pour TSE, au vu de nos capacités de développement, on se fixe à 2 gigawatts d'installation par an sur le sol français. Ça veut dire que parce on pense d'abord aux toitures, aux parkings à couvrir, aux friches industrielles. Ça veut dire que ça va pas suffire. Il y a besoin d'aller vers les terres agricoles. Bah, les friches, que ce soit des friches naturelles ou industrielles, comme vous dites, ça fait 15 ans que les développeurs solaires y travaillent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y en reste plus beaucoup. Et en tout cas, celles qui restent ont des forts enjeux environnementaux sur elles, qui fait que c'est pas évident c'est beaucoup moins évident maintenant de développer des panneaux solaires au sol, en tout cas sur ces friches. C'est aussi pour ça que chez TSE, on s'est dit que si on ne pouvait plus aller sur les friches, il fallait bien aller sur d'autres terrains. Puis en France, quand vous prenez la carte de France et que vous choisissez un peu un endroit au hasard avec votre doigt, vous tombez soit sur des lacs, soit sur des montagnes, soit sur des terres agricoles.
pour des raisons évidentes, les 2 premiers sont vraiment pas adaptés, ou en tout cas, c'est très compliqué d'installer des panneaux solaires dessus. Ce qui veut dire qu'il reste les terres agricoles. C'est pour ça qu'il a fallu absolument développer des systèmes, on y reviendra plus tard dans ce webinaire, des systèmes qui étaient en synergie et complètement compatibles avec la pratique agricole pour ne surtout pas artificialiser ces terres et priver la France finalement de son alimentation. Parce Alors, que c'est bien de vouloir faire de l'énergie, il ne faut pas non plus que ça soit contre l'alimentaire derrière. alors justement, je vous propose, on va passer sur notre première partie. On va parler des possibilités qui s'offrent aux agriculteurs quand on parle d'agrivoltaïsme, entre l'ombrière ou la canopée. On va maintenant écouter le témoignage de Sylvain Raison, agriculteur installé à Amance, en Haute-Saône. Une canopée y a été installée sur un peu moins de 4 hectares. On l'écoute maintenant. Leur solution nous paraissait la plus ouverte et la plus souple dans les prochaines années par rapport à leur largeur de fonctionnement et leur hauteur de passage. C'est une structure qui a une très faible emprise au sol et de très larges allées entre 2 rangées de poteaux. On a 27 mètres. Ceci grâce à un système de câbles tendeurs et porteurs qui permettent de minimiser l'empreinte au sol. Pour le passage des engins agricoles, non, ça ne nous a pas posé de problème. Déjà au niveau de la hauteur, tous nos matériels passent sous les câbles. Et au niveau de la largeur, mis à part le pulvé qu'on est obligé de replier en partie, ça ne pose pas de problème particulier pour le fonctionnement. Ça nous tient à cœur. De garder la production agricole, c'est quand même notre cœur de métier, tout en pouvant produire donc de l'électricité au cœur des territoires. Alors, on a écouté Sylvain Raison, on l'a vu avec ce système, il permet de cultiver les grandes cultures. On a vu un pulvérisateur qui passait sous les panneaux solaires. Michael, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes solutions agrivoltaïques proposées aux agriculteurs? Il n'y a pas que la canopée, il y a aussi le système dit d'ombrière. Non, mais effectivement, comme on le voit à l'écran, il n'y a pas que la canopée. Alors la canopée quand même, hein, c'est bon, c'est ce qu'on vient de voir dans la vidéo. La canopée, c'est un système qui a une forme rectangulaire qui permet un écartement de 27 mètres entre poteaux dans le sens de travail de l'agriculteur, ce qui en fait un système unique au monde finalement, avec un écartement conséquent qui permet de faire passer la plupart des machines agricoles. On trouve toujours sous cette canopée une hauteur de 5 mètres de haut sous le point le plus bas. Donc au niveau des contraintes de hauteur, on sera au moins à 5 mètres. Et puis les panneaux solaires de cette canopée sont fixés sur ce qu'on appelle des trackers. En fait, ça permet de suivre la course du soleil toute la journée, ce qui va permettre d'apporter un ombrage tournant sur la parcelle et d'apporter effectivement des effets bénéfiques à la plante, notamment tout ce qui est réduction du stress hydrique des plantes. Mais ma collègue Émilie pourra développer un peu plus sur ce sujet. Un dernier point quand même sur la canopée qui est très important, c'est qu'on permet de protéger les cultures. Notamment en cas de grêle, les panneaux de la canopée vont se mettre à l'horizontale, ce qui va permettre effectivement de protéger la culture en dessous. Donc ça, c'est pour la canopée. Et puis pour les ombrières, alors ce qu'on voit à l'écran, c'est 3 types d'ombrières, mais finalement, techniquement, ce sont à peu près les mêmes choses. Nos ombrières sont destinées à l'élevage, à la grande culture, et puis aussi à tout ce qui est parcelles agricoles en jachère. En fait, sur une ombrière, les panneaux forment des grandes bandes de plusieurs dizaines de mètres de long, et chaque bande est espacée de 10 à 15 mètres. Ça, c'est en fonction des besoins de l'agriculteur, et c'est à discuter effectivement au cas par cas, en fonction des pratiques de l'agriculteur et des exploitations. Après, comme pour la canopée, les panneaux tournent en fonction de la course du soleil. Ils permettent également de profiter pleinement de l'ombrage tournant sur la parcelle et de bénéficier effectivement aux plantes, je viens de l'expliquer, mais aussi grandement au bien-être animal, parce qu'on le sait bien, par forte chaleur, on voit les animaux l'été en permanence chercher l'ombre sous les arbres, ou parfois, ça c'est assez parlant, sous les pales d'éoliennes. Voilà. À quel moment on fait le choix? Comment ça se décide le choix entre une ombrière ou une canopée? Les deux systèmes ont leurs avantages. Ça va beaucoup dépendre, comme je disais, des pratiques de l'agriculteur, de la forme de la parcelle également, puisque l'ombrière, ce sont des
des grandes bandes de panneaux qui sont plutôt modulables en fonction de la forme de la parcelle, là où la canopée est rectangulaire. On va aussi discuter d'écartement. Sur l'ombrière, on va avoir un écartement de 10 à 15 mètres, là où sur la canopée, on va plutôt être sur 27 mètres. Et puis, la différence entre les deux va venir aussi de la hauteur. La canopée, je vous expliquais tout à l'heure que le point le plus bas est à 5 mètres. Ça va monter à 8,50 m de haut si on prend le point le plus haut, pour le coup. Donc, on a toute une réflexion d'intégration paysagère autour de ça. À l'inverse, l'ombrière est beaucoup plus basse, puisqu'on va trouver le point central, le point pivot, qu'on voit là à l'écran en haut des poteaux. Enfin, en fait, le poteau est à 2,50 m pour faire assez. Alors, petite précision aussi, si j'ai bien compris, sur la canopée, là, c'est 27 mètres. À la différence de l'ombrière, c'est 27 mètres, c'est pas modulable cette partie-là. Non. L'ombrière, on peut effectivement moduler l'écartement entre les lignes de panneaux. Encore une fois, c'est de la discussion à avoir au cas par cas. L'ombrière, en revanche, la canopée, pardon, en revanche, reste bien sur 27 mètres d'écartement dans le sens de travail. Émilie, est-ce que vous pouvez nous préciser le fonctionnement des panneaux, leur comportement, notamment quand il pleut, quand il y a de la grêle, du gel ou du vent? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça, nous détailler? Oui, bien sûr. Alors, les panneaux, ils vont s'adapter aux situations climatiques et notamment en cas de pluie, de forte pluie. Ils vont pouvoir se mettre à la verticale, pardon, pour éviter qu'il y ait un ruissellement au niveau de la zone qui est sous les panneaux. Ensuite, en cas de grêle, on va avoir les panneaux qui vont se positionner de manière automatique à l'horizontale. Et enfin, en cas de gel, les panneaux vont se mettre à l'horizontale toujours en fin de nuit et enfin, toute la nuit et enfin, en début de journée aussi. C'est le moment où, en gros, le gel peut avoir un impact important sur les cultures. D'accord, merci. Alors, on va enchaîner maintenant avec les intérêts agronomiques et aussi les intérêts pour le bien-être en élevage et le bien-être des animaux. Donc, on va revenir sur l'exemple d'Amance avec le témoignage de Sylvain Raison. La canopée, chez lui, il a vu des différences au niveau de la productivité, au niveau du rendement, au niveau de la qualité de ses cultures, notamment dans un contexte de réchauffement climatique. On l'écoute une nouvelle fois. Le principal intérêt agronomique est de venir en fait protéger la plante des principaux stress climatiques, notamment les très fortes températures, comme on a pu le connaître l'été dernier et qu'on a pu le vérifier sur cette parcelle. On l'a surtout ressenti donc, en période de forte canicule. Sous les panneaux, il y a une ambiance qui est bien meilleure, c'est supportable. On a mené un premier essai l'été dernier sur du soja et on a pu vérifier qu'effectivement l'ombrage protégeait la plante de ces différents stress climatiques. Au niveau des résultats, les capteurs donc, dans le sol, donc à 30 cm, on a relevé donc 3,5 degrés de moins donc, sous les panneaux que dans la partie témoin dans la période estivale. La protéine était bien meilleure sous les panneaux que sur la partie témoin. Dans la partie témoin, donc, les feuilles n'avaient pas un bel aspect, alors que sous les panneaux, les plantes n'étaient pas du tout stressées, quoi. Les solutions agrivoltaïques permettraient de protéger les cultures et les élevages du réchauffement et des aléas climatiques. On parle de baisse de l'évapotranspiration, de diminution de l'amplitude, d'adaptation à l'amplitude thermique, d'amélioration des rendements fourragers et aussi indirectement du bien-être animal, amélioration du bien-être animal. Sylvain Raison nous a parlé de son ressenti. Maintenant, l'idée, c'est de quantifier ses intérêts. Amance, c'est un site expérimental, mais le contexte pédoclimatique chez lui n'est pas le même que dans le Finistère ou dans le Vaucluse. Alors, comment s'organise votre travail de R&D et comment concrétiser ce ressenti de Sylvain Raison? Alors, Émilie, je vous laisse la parole. Alors, il va falloir réactiver le micro. Excusez-moi. Oui, je disais, chez TSE, nous avons un programme de R&D agronomie assez ambitieux, puisque nous développons une vingtaine de sites pilotes sur tout le territoire français, avec des grandes cultures, de l'élevage, de la prairie. Certaines cultures sont irriguées également. Et l'objectif, c'est de pouvoir croiser conditions pédoclimatiques, cultures et variétés pour pouvoir évaluer quelles cultures et quelles variétés bénéficieront le plus des différents produits de TSE, et en particulier de la canopée. L'idée, c'est de pouvoir faire plusieurs récoltes pour une même culture, ce qui fait qu'on va faire un suivi agronomique sur une durée de 9 ans qui intègre la rotation.
Et en complément, on va aussi travailler en hors sol avec des essais en phytotrons qui vont nous permettre de diminuer le niveau de luminosité et d'évaluer l'impact sur un certain nombre de cultures et de variétés et évaluer leur comportement. Et enfin, on travaille aussi sur la modélisation climatique dans différentes conditions, ce qui va nous permettre d'optimiser la synergie entre les produits de TSE et les différentes cultures et variétés, et puis aussi de pouvoir se projeter dans une durée de 10, 20 ou 30 ans. Alors, sur le document qui est présenté, il y a des sites en orange et d'autres en bleu. La différence, c'est quoi? C'est Là, ce que vous voyez en orange, c'est tout ce qui est élevage, donc d'accord, bovin laitier, bovin viande, ou ovin, et ensuite en bleu, on aura les grandes cultures, et il y a un peu de maraîchage également. d'accord. Alors pour que vos résultats soient crédibles, il faut aussi savoir s'entourer. Alors qui sont, vos partenaires de recherche? Alors, on sait déjà via l'INRAE et on passera la parole tout à l'heure à Didier. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous savoir comment vous travaillez et avec qui? Effectivement, il faut savoir s'entourer de partenaires reconnus et compétents. Donc notre partenaire, à l'échelle nationale est l'INRAE pour, tout un travail sur, la modélisation des conditions climatiques, générées par les produits TSE, notamment la canopée. On travaille aussi avec, l'Institut de l'élevage, excuse-moi, qui, nous accompagne sur le suivi des sites pilotes en élevage, et puis, l'école d'agriculture de Purpan, qui nous accompagne, en conseil sur la définition des différents protocoles expérimentaux. Ensuite, on a tout un réseau de partenaires plus locaux qui effectuent en fait le suivi des sites pilotes sur les différents territoires. On travaille notamment avec Dijon Céréales et Alliance BFC, sur le site d'Amance. On travaille avec des chambres d'agriculture, on travaille avec des partenaires aussi privés. Voilà, vous voyez, un échantillon de tous les partenaires, sur cette slide avec qui on peut travailler, à l'échelle locale. Merci. Alors maintenant, je vais donner la parole, à un de vos partenaires. Didier Combe, vous êtes, docteur en physique de l'atmosphère, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me présenter, le pôle votre pôle de recherche sur l'agrivoltaïsme? Oui, alors en effet, ce pôle de recherche, il est dans la continuité des travaux qui ont commencé au sein d'INRAE dans le sud de la France par nos collègues, donc notamment Christian Duprat. Et la volonté en fait de ce pôle, c'est d'analyser, comme l'a très bien dit donc Émilie, d'analyser toutes les conditions pédoclimatiques croisées avec le type de culture et les niveaux d'ombrage pour déterminer les conditions de synergie entre les deux types de production, agricole et électrique, en fait, hein. Et ce pôle repose sur ce qu'on appelle la coopétition, en fait. Donc, c'est la collaboration entre différents opérateurs qui vont porter différents types de configurations d'ombrage. Et en TSE, on l'a pu voir sur la carte, apporte déjà plusieurs points correspondant en fait à ces différentes combinaisons et de mettre en commun en fait certaines données qui permettront de donner plus de puissance en fait à une analyse statistique pour répondre à la question de synergie entre les deux types de production. Là, vous regroupez toutes les recherches, quelque part, vous observez tous les sites, de tous les opérateurs d'agrivoltaïsme, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Ceux qui font partie de ce pôle, oui, intègrent leurs données donc dans cette base de données, quoi. Oui. Et pour bien comprendre, votre rôle, vous à l'INRAE, c'est pas d'observer finalement la production, photovoltaïque, agrivoltaïque, la production d'électricité. Vous observez l'effet, de l'ombrage sur la croissance des plantes. J'ai bien C'est ça. résumé? Oui, oui, tout à fait, puisque bien évidemment, INRAE n'est pas un opérateur de l'énergie. Notre spécialité, en plus donc de travailler sur les animaux, on travaille sur les cultures, hein, sur les plantes. Et donc, c'est vraiment d'analyser ces réponses à l'ombrage et surtout un nouveau type d'ombrage, puisque dans le passé, il y a des études hein, qui ont porté sur de l'ombrage permanent, mais là, on se retrouve avec des systèmes de végétaux, en fait, qui sont soumis à de l'ombrage intermittent, ce qui fait on remet à jour, en fait, les questions de recherche que nous avons traitées pour répondre à ces questions de synergie entre les deux types de production. Alors comment vous travaillez? Tout est centralisé chez vous, c'est ça? Alors,
Oui, comment c'est organisé? C'est que nous avons tout d'abord élaboré un protocole standard que chaque opérateur est chargé de mettre en œuvre sur la culture qui est soumise en fait à l'ombrage sur ces dispositifs. En collaboration, parce que c'est très important en fait d'impliquer également l'agriculteur, puisqu'il est source de connaissances de son environnement, donc en intégrant également des informations sur ce qu'on appelle les métadonnées, hein, sur ces interventions qui vont permettre d'analyser en fait le comportement de ces cultures. Et toutes ces données sont formatées afin de favoriser la comparaison entre les différents sites. Et c'est intégré dans une base de données qui sera interrogée pour permettre d'avoir des réponses, des résultats d'analyse. Alors, vous évoquiez votre protocole. Concrètement, comment il se met en place? Alors, le protocole, la démarche que nous avons choisie, c'est de déterminer des emplacements basés sur de la modélisation climatique, comme l'a dit Émilie. Et dans le cas de TSE, nous avons travaillé sur la modélisation du système en prenant en compte des données statistiques, notamment d'ensoleillement, qui permettent de définir des points de mesure. Et sur ces points de mesure, on délimite donc des placettes de prélèvement. Et ces placettes sont soumises en fait à des mesures et des prélèvements sur lesquels certains traits au niveau du couvert sont mesurés. Et ensuite, bon, ben, ça donne des données numériques qui rentrent ensuite dans la base de données et qui permettent l'analyse par la suite. Est-ce qu'il faudra forcément accepter une petite perte de production agricole? Alors, les résultats qui existent dans la littérature et que nous avons également publiés dans certains travaux montrent que, suivant les conditions météorologiques notamment d'une année, on peut observer une perte de rendement. Mais sur d'autres années, c'est possible d'avoir, par rapport aux témoins notamment, c'est possible de minimiser en fait cette perte, voire des fois le rendement sous les panneaux est un peu supérieur aux témoins. Donc, on peut accepter, alors c'est à voir, hein, c'est tout le travail du pôle, hein, c'est à voir comment cette perte s'inscrit donc dans le modèle économique de l'agriculteur pour pouvoir dire si c'est acceptable ou pas. Et c'est là qu'on voit qu'il y a intérêt d'utiliser la modélisation pour faire des projections, des analyses de scénarios et en lien avec l'agriculteur, choisir le bon scénario. Et comment vous intégrez la notion, parce que là, on a sur le climat actuel, comment on intègre aussi l'évolution climatique, où on voit chez Sylvain Raison que il a fait mieux finalement sous la canopée quand il a fait Oui. très chaud. Oui, alors pareil, ce qui a été montré, et notamment par les collègues de Montpellier, c'est que les panneaux, en fait, l'ombre, au moment où il fait chaud, évidemment, l'ombre intervient, en fait, a un effet, en fait, sur ce qu'on appelle le bilan d'énergie, donc la température de surface donc des plantes. Et donc abaisse cette température de surface et on sait que la température a un effet en fait sur le développement donc des plantes. Donc c'est via cette température que il y a un fonctionnement optimal, on va dire, de la plante, puisque à forte température, il y a une diminution en fait du rendement de la plante, et ce qui permet en fait de mettre en évidence un peu le service que peut apporter l'ombrage fait par ces panneaux au niveau donc de la culture. Donc on le voit là sur la slide, donc vous essayez de reproduire les conditions de luminosité et pour voir les effets sur les croissances. Donc là, les panneaux, ils ont l'air fixes, mais ils sont mobiles, c'est ça? Oui, alors effectivement, donc là c'est une image, c'est une slide, donc l'image est fixe, mais en fait ce qu'on a utilisé pour provoquer de l'ombre, c'est des stores en fait, des stores qui étaient à l'origine utilisés pour stopper la pluie, mais on les a peints en noir comme on peut voir sur la photo. Et en fait ces stores, ils sont pilotés par un logiciel que nous avons développé et qui permet de provoquer en fait de l'ombrage intermittent.
Et la fréquence d'ouverture et de fermeture permet de simuler en fait les ombrages intermittents que les cultures subissent sous les panneaux. Alors là, donc on est sur une autre slide. Vous êtes sur la mise en place dans les conditions réelles aussi, mais là, c'est plus en laboratoire. C'est ça. Parce que lorsqu'on caractérise, et on l'a vu sur une vidéo, il y a des stations météo, donc des stations météo qui mesurent les conditions de croissance, hein, température, rayonnement sous les panneaux, pardon. Et donc on a la possibilité en conditions contrôlées, donc dans des enceintes qui ressemblent à des grands frigos en fait, hein, on a la possibilité de simuler en fait ces conditions et d'analyser le comportement donc des plantes dans ces conditions qui ont été simulées. Et ça permet de faire des mesures un peu plus fines et de compléter en fait les observations qui sont faites sur le terrain. Alors, il y a eu beaucoup de travaux menés au niveau des choix variétaux sur les résistances aux maladies. Ça veut dire que maintenant, il y a aussi des travaux, il va falloir intégrer quelque part le comportement de la plante par rapport à un déficit de luminosité ou un excès. Et il y a un gros effet variétal dans votre travail. Oui, alors effectivement, là, il s'agit un levier supplémentaire hein, pour créer des conditions de synergie donc de l'ensemble du système, c'est de choisir la variété qui soit adaptée au milieu. Donc il y a un travail à faire comme on l'a vu précédemment, à simuler donc les conditions in situ, donc les simuler donc dans des conditions au laboratoire et de tester donc ces différents choix variétaux pour choisir les variétés qui soient adéquates. Émilie, vous menez également des essais en atmosphère contrôlée. Quels sont vos principaux enseignements et quelle différence avec les travaux de l'INRAE? Alors nous, on n'a pas vocation à faire des travaux aussi ambitieux que l'INRAE en termes de sélection variétale et d'analyse des cultures, mais en fait, nous, ça a été surtout un travail préalable à la mise en place des sites pilotes, dans le sens où on voulait déjà screener les variétés qui étaient les plus adaptées à des conditions d'ombrage intermittent, comme l'a expliqué tout à l'heure l'INRAE. Et en fait, on a étudié différentes variétés de soja et de blé pour caractériser leur comportement avec des niveaux de luminosité différents, jusqu'à moins 90% de luminosité en moins. Et ce qu'on a vu d'après nos premiers résultats, c'est qu'il y a vraiment une différence de comportement justement entre différentes variétés, avec des élongations qui peuvent être différentes ou des densités qui peuvent être différentes. Et ce qu'on a pu aussi observer pour le moment, c'est que les rendements sont à peu près maintenus jusqu'à moins 50% de luminosité, mais à partir de moins 50%, on va avoir un décrochage assez systématique pour le rendement. Après, la suite de nos travaux, c'est de pouvoir aussi reproduire l'effet d'intermittence, c'est-à-dire que la luminosité, elle va baisser à certains moments de la journée, mais pas tout le temps. Et on va voir aussi ce que ça donne, parce qu'effectivement, comme l'a expliqué tout à l'heure Didier, c'est des choses qui sont assez différentes, et ça va être assez intéressant d'étudier tout ça. Ça veut dire qu'à terme, si on se projette un petit peu, il y aura un accompagnement par TSE où les agriculteurs ils seront conseillés, c'est-à-dire que quand on a de l'agrivoltaïsme avec une couverture, un peu d'ombrage, on proposera telle ou telle variété de blé, ou on vous conseillera en prairie plutôt tel trèfle plutôt qu'un autre. Alors, nous, effectivement, on a la volonté de pouvoir créer des références sur différentes cultures et différentes variétés. Après, le choix là, ça sera toujours celui de l'agriculteur. Lui-même pourra faire ses propres expérimentations. Nous, on sera juste là pour le conseiller et lui donner nos résultats qu'on a eus en atmosphère contrôlée et puis sur nos sites pilotes. Alors justement, vous parlez de site pilote. Concrètement, qu'est-ce que ça donne à Amance, les premiers résultats? Alors on est au tout début, mais est-ce que vous avez déjà des petites tendances qui se dégagent? Alors effectivement, on est au tout début, c'est la première récolte, la première année, donc il est encore très tôt pour conclure. Mais en termes de résultats, on a quand même des résultats assez intéressants en termes de rendement, puisque pour certaines variétés comme Soprana, on a des rendements qui ont été équivalents sous canopée et sur témoin. On a aussi des conditions climatiques plus favorables, ça s'est vraiment confirmé avec moins 75% de jours de stress hydrique en moins sous la canopée, des températures du sol et de l'air qui ont été diminuées. Et puis on a aussi des épisodes de grêle qui ont été moins destructeurs.
pardon, excusez-moi, sous la canopée. Donc voilà, et après, effectivement, cette diversité de comportements en fonction des variétés, elle a vraiment été observée dans la réalité en site réel. Alors, ce qu'il faut savoir sur Amance, c'est que les sols étaient quand même assez hétérogènes. On a vraiment des potentiels agronomiques de sol qui varient en fonction des différentes zones. Vous pouvez le voir sur la carte à droite. Et notamment, le témoin avait un potentiel agronomique plus important. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du recul, faire plusieurs analyses sur plusieurs récoltes et sur plusieurs sites avant de pouvoir avoir des résultats tangibles. Est-ce qu'il faudra le lier aussi aux conditions de température, notamment sur des questions d'évapotranspiration? Est-ce qu'on arrive à le quantifier, ça? Oui, effectivement, on arrive à le quantifier. C'est des choses qu'on suit de très près. L'augmentation des températures augmente l'évapotranspiration et donc est liée au fait de créer un stress hydrique pour la plante. Alors justement, on parle de contexte climatique, donc on est quand même sur une tendance de fond. Donc par rapport à ce manque d'eau, c'est quelque chose, là, on voit dans les slides que vous étudiez, quoi. Effectivement, le contexte climatique est malheureusement assez parlant. Si on fait le bilan ces dernières années, on peut voir que les sécheresses en agriculture représentent 55% des dommages et indemnisations. Le recensement agricole 2010-2020 évalue à plus 15% les surfaces irriguées en France. Et puis, on peut voir aussi que excusez-moi, l'agriculture consomme énormément d'eau, puisqu'elle consomme 45% des volumes en France, dont 6% destinés à l'abreuvement pour l'élevage. Et si on se projette dans le futur, on pourra évaluer à une baisse de la ressource en eau entre moins 10 et moins 50%, alors que la demande agricole va doubler d'ici 2065. Et ce doublement est lié comme je le disais tout à l'heure, à l'augmentation des températures qui augmente l'évapotranspiration. Donc, dans ce contexte-là, on a énormément de solutions. Il y a un mix de solutions à trouver, mais effectivement, l'agrivoltaïsme fait partie des solutions particulièrement intéressantes. Didier, par rapport, vous travaillez sur les prairies, la pâture, l'herbe. Est-ce que c'est justement pas parfaitement adapté l'agrivoltaïsme dans ce contexte-là où l'herbe pousse moins l'été à cause des fortes chaleurs? Est-ce que ça pourrait permettre d'atténuer ce phénomène, de couvrir une partie des prairies et d'avoir de l'ombrage? Oui, alors effectivement. Alors, avant de dire que c'est parfaitement adapté, on va attendre d'avoir un retour d'expérience, puisqu'il faut attendre d'avoir les données sur plusieurs années pour tirer des conclusions. Mais en tout cas, comme dans la recherche, on travaille sous forme d'hypothèse, donc on peut émettre l'hypothèse, travailler en plus sur la prairie, donc on peut émettre l'hypothèse que la prairie est un bon candidat, en tout cas, un bon candidat en fait pour l'agrivoltaïsme, puisque comme vous l'avez dit Vincent, la période où il y a une dépression de production, donc une baisse de production, c'est au moment où il y a le plus de soleil. Donc nous, on est intéressé à voir est-ce que, parce que on a nos premiers travaux montrent qu'effectivement il y a une augmentation par rapport aux témoins de la production à ce moment-là, mais on est aussi intéressé à voir est-ce que il y a un impact de cet ombrage et est-ce qu'il est positif ou négatif sur l'année suivante et également sur la production d'automne. Donc oui, c'est un bon candidat. Ça reste à confirmer et attendons les retours d'expérience. Est-ce qu'on a des données, Émilie, sur les animaux, au niveau du stress thermique notamment? Alors, du côté de TSE, on n'a pas encore de site pilote. Notre premier site pilote en élevage bovin laitier va être mis en œuvre d'ici la fin de l'année dans le Calvados. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut émettre des hypothèses, comme l'a dit Didier, sur une amélioration de la santé et du bien-être animal grâce à la diminution du stress thermique et l'augmentation du temps de pâturage, ce qui va forcément avoir un impact sur la performance zootechnique des troupeaux. On peut aussi émettre l'hypothèse qu'il y aura une diminution de la consommation d'eau d'abreuvement. Et enfin, comme on l'a évoqué tout à l'heure, un avantage pour la prairie en termes de rendement et aussi de qualité. Merci. Alors, le temps passe, donc on va enchaîner avec notre troisième partie pour pouvoir gagner du temps pour les questions du chat en fin de webinaire. Donc, on a vu les intérêts énergétiques, zootechniques, agronomiques. Reste maintenant une question quand même centrale, c'est toutes les questions juridiques et financières.
On écoute encore une fois le témoignage de l'agriculteur d'Amance pour savoir comment s'est monté le projet, et c'est allé assez vite finalement. Au niveau administratif, ça s'est très bien organisé. TSE a été très performant. Nous avons signé donc la promesse de bail en décembre 2020. Le permis de construire a été accepté en printemps 2021 et la construction a démarré à l'automne 2021 pour un semis tout début juin 2022. Alors ici, c'est allé assez rapidement parce que déjà, on est sur une surface assez réduite de 3 hectares. Donc au niveau juridique, on dépendait de la procédure de cas par cas. Donc c'est allé assez rapidement. Maintenant, on espère qu'avec la nouvelle loi qui vient d'être votée sur les énergies renouvelables et l'agrivoltaïsme, on va pouvoir simplifier un petit peu ces différentes procédures. Donc aujourd'hui, oui, c'est TSE donc, qui est propriétaire de la structure et nous avons un bail amphithéotique donc pour la partie aérienne et l'emplacement des massifs. Alors, Michael, vous gérez la partie de montage de projet. Comment ça se passe, TSE, concrètement? Vous vous occupez de tout? Comment ça se passe, TSE? Déjà, ça se passe bien. Ça, c'est le plus important. Évidemment, on s'occupe de tout. Il faut quand même rappeler clairement que TSE s'occupe de financer tout ça. Nous, on apporte un loyer, une indemnisation, mais les agriculteurs n'ont absolument pas un centime à débourser. Donc oui, on s'occupe de tout, que ce soit financement ou administratif. On a juste besoin de quelques documents administratifs, mais ça, nos collaborateurs connaissent bien le sujet et travaillent main dans la main pour aider les agriculteurs et les accompagner sur les pièces justificatives à nous fournir. Donc oui, voilà, tout à fait. On s'occupe de tout. Ça veut dire, sur le permis de construire, c'est le nom de TSE qui apparaît? Oui, complètement. Après, avant d'arriver au permis de construire, on le voit sous nos yeux. On a plusieurs. Voilà, il y a les grandes étapes. Peut-être que vous pouvez nous les détailler, ces grandes étapes. Oui, tout à fait. Déjà, on commence par, même avant la signature à la promesse de bail, on commence par se rencontrer. On commence, nous, TSE, aussi par étudier ce qui est quand même le nerf de la guerre dans notre domaine, les possibilités de raccordement électrique. Ça, c'est quand même très important de le dire. Et puis, une fois qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est mis d'accord et qu'on a discuté avec l'agriculteur, on signe une promesse de bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, c'est un bail longue durée, tout simplement. On va rencontrer aussi la commune parce que ça nous tient fortement à cœur chez TSE d'obtenir la délibération favorable du conseil municipal, même si ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire pour instruire le permis de construire, puisqu'il est instruit en préfecture, ce permis de construire. Mais voilà, on va chercher, on va rencontrer la commune, et puis après on lance les inventaires, les études d'impact environnemental. Ça va durer 4 saisons, donc une bonne année. Derrière, il faut effectivement un petit temps d'analyse et puis de complétude de dossier, donc 3-4 mois de plus. Donc là, on est déjà sur environ 1 an et demi. Et puis derrière, on va instruire la demande de permis de construire en préfecture. Chose que je n'ai pas précisée, c'est que pendant cette année d'inventaire, on va faire aussi en parallèle, mais ça ne va pas rajouter de temps, on va faire ce qu'on appelle une étude préalable agricole. Ça, c'est à destination des commissions départementales, donc qu'on appelle les CDPNAF. C'est fait souvent main dans la main avec les chambres d'agriculture ou avec des bureaux d'études spécialisés comme Épiter. Et voilà, c'est un morceau du dossier à déposer en préfecture. Après, on obtient le permis de construire au bout de plusieurs mois. Et puis, on peut démarrer enfin la construction. Une construction, chez nous, ça dure entre 6 et 9 mois environ. Et alors, vous préférez un agriculteur propriétaire de sa terre ou est-ce qu'on peut avoir un agriculteur avec un propriétaire? Comment ça marche? La promesse de bail dont on parlait, elle est tripartite. Donc, elle est conclue entre le propriétaire, l'exploitant et TSE. Si le propriétaire est également l'exploitant, évidemment que c'est plus simple. Néanmoins, sur cette promesse de bail, on verra bien apparaître tout de même les deux distinctions, même si c'est la même personne, propriétaire et exploitant. Mais aucun problème, effectivement, même avec grand plaisir, que de discuter avec des personnes qui ne sont que propriétaires et leurs exploitants.
Voilà, donc ça veut dire que derrière, j'anticipe probablement une question, mais pour ce qui va être la rémunération, il va y avoir effectivement deux parties distinctes. Il va y avoir un loyer auprès du propriétaire et puis une rémunération côté exploitant. Et alors, cette rémunération, dans les deux cas, elle est liée à la puissance installée? Oui, tout à fait. Nous, comme on est des producteurs d'énergie, on ne discute pas en hectares, on discute en mégawatts. Donc notre rémunération, elle est assise sur des mégawatts. Donc c'est une rémunération annuelle basée sur des mégawatts, donc sur la puissance que développe notre centrale sur la parcelle de l'agriculteur. C'est une rémunération qui est à la fois évidemment confortable pour le propriétaire, confortable pour l'exploitant, et c'est une rémunération qui fait très attention aussi à ne pas créer la crainte du monde agricole, qui est de créer de la spéculation sur les terres agricoles et de voir s'envoler des prix de terres ingérables. Donc voilà, on fait très attention à ces différents éléments quand on parle de rémunération. Ça veut dire que le potentiel installé, les panneaux photovoltaïques, la centrale, elle dure 40 ans. Les panneaux photovoltaïques, ils vont changer. Le potentiel de production va changer. Le loyer va changer aussi. Bien sûr, tout à fait. Oui, bah, les panneaux solaires, vous savez, c'est un peu comme un ordinateur ou un téléphone, hein, ça évolue en permanence, cette technologie. Donc, au bout d'un certain nombre d'années, on fait ce qu'on appelle un repowering. Donc, on va venir démonter les panneaux existants pour remonter des nouveaux panneaux avec une nouvelle technologie. Alors, je vous rassure, ça ne changera pas la taille, mais ça change la puissance, ce qui veut dire que derrière, ça change effectivement le loyer et la rémunération. Il n'y a pas d'indexation par rapport au prix de l'électricité à un instant T. Il n'y a pas de réévaluation comme un bail classique. Est-ce qu'il y a une indexation? On a une formule de savant, j'ai envie de dire, qui est indexée dans nos promesses de bail, et il y a des parties effectivement qui sont liées à ça, en partie en tout cas. Il vous faut combien de temps en moyenne pour boucler un projet comme ça? Entre le moment où on se rencontre pour la première fois et le moment où la centrale est construite, on va considérer qu'il faut 3-4 ans, allez, 4 ans, 4 ans, oui, maximum. Euh, Sous réserve qu'on n'ait pas de surprise dans les études environnementales, hein, on pourrait tomber sur une espèce quelconque. Alors en zone agricole, en général, c'est plutôt borné, hein, tout ce qui est biodiversité. On peut aussi tomber sur tout ce qui va être fouille archéologique, qui décale un petit peu dans le temps, mais encore une fois, sur des parcelles agricoles, c'est plutôt maîtrisé. Donc voilà, il faut compter à peu près 4 ans avant de voir la centrale construite. Et puis après, elle est exploitée effectivement pendant 40 ans. Le bail, il dure, enfin voilà, c'est exploité pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, la structure, elle devient quoi? D'abord, c'est exploité pendant 40 ans et c'est renouvelable 2 fois 5 ans, avec évidemment sur demande et acceptation aussi du propriétaire et de l'exploitant. Donc on peut pousser à 50 ans. Il se passe quoi à la fin? Bah, il se passe un démantèlement, tout simplement. Un démantèlement de la centrale par TSE. Étant donné qu'on utilise très peu de béton et qu'on n'injecte pas des quantités de béton dans le sol, quand on retire tout ça, comme ce sont ce qu'on appelle des pieux battus pour enfoncer nos poteaux, eh bien, il reste des trous, tout simplement. Donc on remet évidemment en état la parcelle comme à l'initiale. Et alors, comment, 40 ans, c'est assez loin? Comment ça se passe si TSE disparaît, s'il y a des rachats? Et, qu'est-ce que ça devient, cette structure? J'espère que vous ne nous voulez pas du mal, hein, mais Non, non, mais dans 40 ans, je vous non. souhaite d'être en retraite quand même, hein, Bah, ce qui se passe si TSE n'est plus là, tout d'abord, il faut savoir que dans notre métier, ce genre de centrale, c'est extrêmement financé par des dettes bancaires. Ça veut dire que pendant la durée, en tout cas, de la dette bancaire, si TSE venait à disparaître, la banque, en fait, c'est un actif, hein, saisirait l'actif, et puis évidemment, soit l'exploiterait, soit le vendrait à une autre société.
Et puis, de même, une fois que la dette est levée, bah, écoutez, une centrale qui est en très bon état, qui produit de l'électricité, qui vend son électricité, qui a pas de dette dessus, j'ai aucun mal à me dire que ça va intéresser fortement une société quelconque. Donc aucun problème, la centrale ne sera jamais, laissée sans, propriétaire finalement et surtout pas dans les mains de l'agriculteur à ne pas savoir quoi en faire. Et au niveau entretien, l'agriculteur, il n'a rien à faire. Là, c'est géré par TSE. Rien en dehors de son entretien, classique, de tout ce qui va être lié à l'agriculture évidemment, mais pour tout ce qui est de l'entretien mécanique, et technique de notre système, non, c'est bien TSE qui s'en occupe. On a des équipes de maintenance en interne, partout sur le territoire français. Nos centrales, que ça soit les canopées, les ombrières, sont bardées de capteurs, de tout type, qui font que nos équipes de maintenance sont alertées, en live de ce qui se passe sur la centrale, même à distance. Alors, autre question, comment vous sélectionnez les endroits? Comment vous avez détecté le secteur d'Amance pour installer une canopée? Il n'y a pas qu'une seule, façon de faire. Comme je disais en préambule, chez TSE, en tout cas, on a recruté, tous nos collaborateurs sont des experts de leur territoire, de leur domaine et ils connaissent le monde agricole. Donc on va utiliser le réseau humain de chacun. On va aussi travailler main dans la main avec les chambres d'agriculture et les coopératives. On va bien évidemment, et c'est avant toute chose le plus important, je le disais tout à l'heure, vérifier les capacités de raccordement électrique d'une zone donnée. Et puis pour finir, pour nous aider dans tout ça, on a développé une base de données très importante sur un logiciel qu'on a en interne et qui nous permet de vérifier aussi les zones favorables à l'implantation de nos systèmes. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution, notamment, là, on a vu ce système de câbles, sur la canopée qui est assez novateur. Est-ce qu'il va encore évoluer? Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours Ah oui, au niveau écoutez, technique? notre force, c'est d'avoir un centre de recherche et développement important, basé à Bourgoin-Jallieu, avec des dizaines d'ingénieurs, alors des ingénieurs agronomes, hein, on le voit avec l'équipe d'Émilie, avec des ingénieurs aussi structurels, électriques, mécaniques. Ça veut dire que, à l'image des ordinateurs et des téléphones dont je parlais tout à l'heure, on est toujours en recherche constante d'amélioration de nos systèmes, pour suivre le monde agricole, pour suivre leurs enjeux et puis pour s'adapter, à chaque fois au mieux des pratiques des agriculteurs, ouais. Donc oui, il y aura des évolutions. La preuve, dans le nord de la France, dans la Somme, on est en train d'installer une canopée, mais avec un système d'irrigation dessus. Et c'est-à-dire, ça veut dire que les 2 sont reliés? Ils fonctionnent ensemble sur le même logiciel? Oui, 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 tout à fait. En fait, le système d'irrigation est intégré dans la canopée. Alors, on va bientôt, prendre les questions du chat. Vous pouvez d'ailleurs encore poser, vos questions. Pour conclure, à chacun de vous, j'aimerais, voilà, que vous me donniez les 3 points, rapidement, les 3 points qu'il faut retenir pour vous, de ce webinaire et de l'agrivoltaïsme. On va commencer avec vous, Émilie? Alors, je ne sais pas si je peux structurer ça en 3 points, mais c'est vrai que notre objectif, chez TSE à la R&D Agronomie, c'est de maximiser la synergie, avec la parcelle agricole et l'agriculteur et ça passe par mettre à disposition, tout un certain nombre de références sur des cultures et des variétés qui seront le plus adaptées pour les différents produits et ça passe aussi par augmenter les services qu'on va apporter à l'agriculteur et à sa parcelle. L'irrigation, par exemple, qui a été citée par Mickaël, mais aussi la mise à disposition de données climatiques pour piloter au mieux sa parcelle et de manière plus large son exploitation. Même question, Didier, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce webinaire? Alors, ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est un déploiement qui soit raisonné, puisque les objectifs, Michael les a rappelés, les objectifs nationaux sont là. Donc, il y a moyen de raisonner ce déploiement du système et aussi une synergie. Alors,
l'a rappelé Émilie, entre la culture et la production électrique, mais synergie entre les différents opérateurs. Je rappellerai donc le rôle du pôle dans cette action, synergie pour justement que ce déploiement soit raisonné et qu'il y ait de la production de connaissances. Michael, le mot de la fin. Le mot de la fin, je vais reprendre un peu ce qu'ont dit mes collègues, mais c'est de se dire qu'on on a besoin, dans le contexte énergétique français tel qu'il est, voire mondial, hein, on a absolument besoin de développer des énergies renouvelables rapidement, et on a besoin du monde agricole pour ça. C'est pas la première fois d'ailleurs que le monde agricole vient en aide à la France finalement. Mais pour le faire, il faut surtout pas faire n'importe quoi. Il faut le faire en connaissant bien ce monde agricole et ne pas le faire seul, travailler avec des partenaires comme l'INRAE, comme les coopératives, comme les chambres d'agriculture, comme la FNSEA et j'en passe, pour faire les choses bien, en synergie sur des terres agricoles et pas venir prendre le risque d'artificialiser ces terres ou de condamner des champs de culture. Voilà. Bah, merci beaucoup. On va prendre les premières questions. Alors, je découvre les questions en même temps que vous. Première question, est-ce que vous avez des expériences de canopée en culture de légumes? Je ne sais pas qui répond, Michael ou Émilie. Pour Émilie, ça. Alors, comme j'ai présenté tout à l'heure, pour l'instant, on a un site pilote qui est à Mans, c'est sur des grandes cultures. Mais par contre, le site de Brouchy, qui a aussi été évoqué dans la Somme et qui est en cours de construction, va accueillir un certain nombre de cultures maraîchères, comme le haricot, par exemple. Vous, au niveau de l'INRA, Didier, vous ne travaillez pas sur votre pôle, en tout cas, il ne travaille pas sur le légume. Il y a peut-être Alors, d'autres. Si, il a vocation à couvrir, comme je l'avais dit, à couvrir toutes les cultures, donc, et notamment à travers ce que vient de dire Émilie, si il y a ce site avec notamment la réponse des haricots à l'ombrage, ben, ça fera partie donc de l'approche et de l'analyse. Oui, oui. Autre question, est-ce que vous avez on demande des données peut-être plus précises sur l'herbe et notamment la pousse de l'herbe pendant la période estivale? Didier, C'est-à-dire des données plus précises. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chiffre de différence avec canopée, enfin avec ombrière ou pas pendant l'été? En tout cas, ça a été publié par par le thésard que j'ai co-encadré. Il y a une année, alors justement, c'est pour ça que je disais, ça dépend de l'année si elle a été très humide ou pas. L'année de mémoire, donc l'année où il y a une année où on a eu une perte de 20% en fait du rendement en fait au niveau donc de l'été, et l'année où il a fait très sec par rapport aux témoins, donc il faut toujours voir en relation aux témoins, on avait une augmentation de 30% de ce rendement de mémoire. D'accord. Émilie, un complément ou pas au niveau de TSE ou pas, hein? On attend les résultats et on les communiquera avec impatience dès qu'on les aura. Alors, On n'a pas encore de pilote. D'accord. On a une autre question quand même sur la hauteur. Est-ce qu'il est possible d'avoir une hauteur supérieure à 6,50 m et des poteaux à plus de 30 mètres? Pour l'instant, j'ai cru comprendre que non. Vous confirmez, Michael? Oui, je confirme. Alors, je rappelle la hauteur sur le point minimum, elle est à 5 mètres, hein. En vérité, c'est des points d'accroche sur le côté de nos poteaux. Et non, pour l'instant, on n'a pas vocation, en tout cas dans l'immédiat, ça viendra peut-être dans le futur, mais dans l'immédiat, on n'a pas vocation à écarter nos poteaux ou à augmenter notre hauteur. Autre question, faut-il être propriétaire du terrain? Alors, Sylvain Raison, qu'on a vu dans les vidéos, il était propriétaire de son terrain, mais ce qu'on a bien évoqué, c'est pas forcément le cas. Je sais pas s'il y a Non, beaucoup non, de projets ou. c'est absolument pas obligatoire. Au contraire, nous, on travaille avec à la fois des propriétaires qui sont exploitants, on travaille avec des exploitants qui nous font rencontrer leurs propriétaires, et inversement, on travaille avec des propriétaires qui nous font rencontrer leurs exploitants. Donc, on travaille avec tous ces types de personnes sans aucun souci.
Autre question, l'impact des pluies a-t-il été étudié à grande échelle, risque de réduire l'évapotranspiration qui est nécessaire à la retombée des pluies à proximité et donc finalement d'accentuer les sécheresses. Je ne sais pas qui y répond. Alors, ça n'a pas été étudié en tant que tel, mais il y a, on va dire, de la méthodologie pour étudier ça. Et il se pose la question parce que l'évapotranspiration est très locale et c'est pas. Alors, à voir si cette évapotranspiration joue sur les pluies locales. À mon avis, l'évapotranspiration est intégrée donc dans la circulation générale au niveau de l'atmosphère. Mais faut étudier la question. Mais mon avis personnel, mon avis là-dessus, je suis pas certain qu'il y ait directement en lien entre l'évapotranspiration locale et les pluies locales. Étant donné que pour qu'il y ait pluie, il faut que les gouttelettes des nuages, il faut qu'il y ait formation des gouttelettes de nuages, donc il faut que ça soit pris en altitude et c'est pris, et donc c'est intégré dans la circulation générale. Je dis ça avec le reste que j'ai de mes cours de DEA à l'époque en climatologie, mais voilà, je suis pas certain qu'à l'échelle locale, il y a un lien. Voilà. Oui, avec l'idée que finalement, on reste que là, si le cas d'Amance, c'est 4 hectares. Donc, Ouais, ce serait trop localisé. Oui, Il voilà. faudrait qu'il y ait des couvertures beaucoup plus grandes aussi, quoi. C'est ça, Et je pense. Émilie, un complément ou pas? Non? Non, je pense que Non, pas Didier a bien spécialement. répondu. Alors, je prends l'autre question. Est-ce compatible avec l'agroforesterie en culture maraîchère? Ligne d'arbre espacée de 36 mètres. C'est-à-dire, si je comprends bien la question, ce serait d'avoir une ligne de panneaux solaires, une ligne de haies, enfin d'arbres, et à nouveau des panneaux solaires. Je pense que c'est Alors, ça. il va y avoir deux réponses. Je vais m'occuper de la première partie, puis je pense que Émilie et Didier peuvent compléter. D'un point de vue purement technique solaire, si je puis dire, c'est délicat parce que les panneaux solaires ont besoin de soleil pour pouvoir produire. La réponse n'est pas un non catégorique, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans notre stratégie de développement. Ça peut le devenir, mais il faudrait faire très attention à ce que les arbres ne portent pas de l'ombre sur les panneaux. Et là, comme ça, je suis loin d'être un grand spécialiste, mais ça me paraît pas évident du tout. Et je laisse Émilie compléter. Oui, alors de mon côté, je pense que l'agroforesterie, c'est aussi une solution très, très intéressante pour apporter une protection climatique aux cultures. Ça fait partie du mix des solutions à étudier et à développer. Après, je pense que c'est deux solutions et que ça risque d'être très compliqué de vouloir superposer les deux, en fait. D'accord. Alors, autre question. Oui, excuse-moi, Vincent, Didier. je ferai juste une petite remarque. Je trouve intéressant, et c'est l'occasion de cette question concernant l'agroforesterie pour rappeler que l'agrivoltaïsme, en fait, provient en fait de cette idée, hein, provient de recherches qui ont été menées sur l'agroforesterie, donc dans le sud de la France, hein, comme je l'avais rappelé. Et, euh, et probablement, si ils n'ont pas mixé les deux systèmes, sans doute ils ont étudié la question. Alors, ce sera l'occasion d'aller vers eux pour leur poser la question. Mais à mon avis, ils ont dû déjà un peu traiter la question par rapport à ça. Si ça, c'est pas fait, quoi. Voilà. Nouvelle question qui est intéressante, hein, qu'est-ce qui garantit que l'agriculteur va poursuivre va poursuivre les cultures sous les panneaux? Est-ce qu'il y a eu des études sur le risque de perte de production agricole? En gros, c'est de dire que la parcelle devient rentable du fait de l'électricité, donc finalement je fais le strict minimum et je cultive pas vraiment. Et la question derrière ça, c'est le danger que l'agrivoltaïsme, la production d'électricité soit plus rentable que la production agricole. Comment on évalue ce risque? Ouais, ben justement, c'est ce que j'expliquais quand on parle. Alors, je parlais de spéculation sur les terres foncières, qui était déjà un élément à faire attention. L'élément qu'on évoque là est évidemment quelque chose qu'on prend en compte comme un point d'attention particulier quand
quand on propose nos loyers, nos rémunérations et quand on monte nos promesses de baux. Dans une promesse de bail chez TSE, en tout cas, il y a des éléments qui permettent d'avoir des garde-fous sur le fait qu'on doit maintenir absolument une exploitation agricole sur la parcelle. On a un système de rémunération qui fait également que c'est clairement pas intéressant enfin beaucoup moins intéressant en tout cas de n'être que propriétaire finalement et de ne pas exploiter. Et puis, il faut rappeler aussi que sans cette garantie, un projet ne verra pas le jour parce que les commissions départementales et autres font très attention à ce genre de critères pour valider des projets. C'est-à-dire que, alors c'est moi qui rajoute la question, vous n'irez pas vers on va dire des spéculateurs, des gens qui achètent des grosses surfaces agricoles, vous ferez attention à être toujours en relation avec un exploitant agricole, des exploitations de type familial, quoi. Ah bah non seulement on fait très attention à ça, mais dès les débuts des rencontres, une des premières questions qu'on pose à certains agriculteurs, c'est de savoir s'ils ont prévu une succession. Si c'est pas le cas, on va pouvoir les accompagner, on va essayer de faire bouger aussi notre réseau agricole pour essayer de les aider dans cette démarche, mais il est clair que si on n'a pas une garantie d'avoir un exploitant sur la durée de notre exploitation à nous de la centrale, on n'ira pas au bout du projet. C'est crucial, c'est fondamental et il est hors de question qu'on dépouille le monde agricole de ses agriculteurs ou de ses parcelles pour mettre des énergies renouvelables. Il faut vraiment qu'il y ait une synergie, c'est vraiment le terme entre les deux. Pourquoi l'agriculteur ne serait-il pas propriétaire de l'installation? Parce qu'une installation, tout d'abord, ça coûte très très cher. Ça, c'est le premier point. Alors même si je ne doute pas que certains puissent s'acheter ce genre d'installation. Alors nous, on n'est pas vendeurs, hein, déjà. Ensuite, c'est un métier. C'est un métier à part entière parce que ce qu'on ne voit pas derrière, c'est pas le tout de construire. Alors déjà, pour arriver à la construction, il faut effectivement passer plusieurs étapes administratives, mais ça, le monde agricole est habitué à ça, notamment avec les méthaniseurs. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a ça sur une parcelle, ça s'arrête pas là. Il faut après trouver des financements, il faut répondre à la fois à des appels d'offres nationaux pour pouvoir revendre son électricité. Il faut aussi trouver des entreprises pour racheter notre électricité. Il faut exploiter tout ça. Il faut pouvoir assurer la maintenance de ce système. Enfin, c'est des choses qui sont complexes et onéreuses pour être propriétaire en étant agriculteur. Alors, on va poursuivre avec une autre question qui est un peu dans le même lien. Du coup, sans être propriétaire, pourquoi ne pas permettre aux agriculteurs de rentrer au capital, d'ouvrir le capital aux agriculteurs et ainsi de partager la valeur? Bah, tout d'abord, d'une façon générale, le monde des ENR est déjà très sensible et très concerné par le partage de valeur. On a notamment des systèmes, quoi qu'il arrive, de crowdfunding. Alors c'est plutôt citoyen, mais un agriculteur peut participer dès qu'une centrale est construite. Bon, au-delà de ça, on peut effectivement, on est ouvert à toute discussion, j'allais dire. Simplement, on préfère chez TSE travailler, et on a un bel exemple en Bourgogne-Franche-Comté, on préfère travailler avec le monde coopératif parce que c'est vraiment l'essence même des coopératives que d'emmener tout un territoire, que de faire du collectif. Donc on travaille avec ces coopératives pour co-développer des projets pour que, in fine, ça revienne à leurs agriculteurs adhérents. Et on a un bel exemple, effectivement, en Bourgogne-Franche-Comté, avec un partenariat avec Alliance BFC, qui est la réunification de 3 coopératives qui rayonnent sur toute la région. Est-ce que, au niveau de la PAC, est-ce que les parcelles sont éligibles au DPB? Bah, il faut savoir une chose, c'est que quand
quand on va conclure avec un agriculteur, on ne casse absolument pas son bail rural. Donc à partir de là, il n'y a aucun problème vis-à-vis de la PAC. Ça ne change rien vis-à-vis de la PAC, d'accord. Les projets de type canopée sont soumis à compensation collective agricole. Si oui, proposez-vous et portez-vous des projets de compensation? Oui, les études préalables agricoles qu'on doit faire dans les dossiers d'instruction font partie de ça. Il y a des compensations effectivement qui sont proposées. C'est des choses sur lesquelles nous sommes habitués. Alors dans le monde agricole, mais on était déjà habitué à ça aussi parce qu'on a le même type de sujet quand on fait des études environnementales, que ce soit sur des systèmes type canopée ombrière, mais aussi sur des systèmes plutôt classiques de centrales au sol, comme on voit derrière moi sur la photo notamment. Donc voilà, les compensations, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on fait, qu'on maîtrise. Dans le cas d'ombrières pour animaux, alors la personne pense aux volailles, quelle est la surface minimum de panneaux? Alors, moi, je vais déjà vous expliquer que pour l'instant, on n'a pas encore développé de système sur tout ce qui est élevage de volailles. On est en train de travailler avec le monde agricole pour créer des premiers pilotes, mais pour des raisons notamment on va le dire franchement, de grippe aviaire, entre autres, c'est un sujet qui est un petit peu technique, on va dire, et qui nécessite plus de réflexion et de travail main dans la main avec le monde agricole avant de se lancer directement là-dessus. Je ne sais pas si Émilie, tu veux compléter sur le sujet, mais voilà, en tout cas, on est en train de travailler dessus, mais c'est pas à développer à grande échelle pour l'instant par TSE. Oui, après, c'est sûr que la surface, elle s'adaptera en premier lieu aux besoins des élevages. Euh, et donc, effectivement, c'est à travailler avec le monde agricole. D'accord, alors ça va être la dernière question qu'on va prendre, je pense, parce que le temps passe. Pouvez-vous détailler comment vous gérez la répartition des richesses entre propriétaires et exploitants? Voilà, est-ce qu'il y a des proportions particulières? C'est toujours la question de la valeur ajoutée, de la rémunération de l'agriculteur et du propriétaire. Oui, bien sûr. Tout d'abord, de base, c'est pas TSE, enfin oui, c'est pas à TSE de définir un pourcentage d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment une discussion entre eux. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que il est évident, en tout cas à nos yeux, et après discussion avec le monde agricole, les syndicats, les chambres notamment, il est évident que l'exploitant, puisque c'est quand même lui qui va être avec ce système-là pendant 40 ans sur son exploitation finalement, l'exploitant doit être le plus, comment dire, j'allais dire le plus rémunéré des deux. C'est un petit peu cash, mais en tout cas, chez TSE, on ne développera pas un projet si l'exploitant n'a pas au moins 50% grand minimum de la valeur totale. Alors, toute dernière question, parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point-là. Quel est le taux de couverture totale de la canopée lorsqu'elle est parfaitement à l'horizontale? La surface des panneaux couverte par l'installation. Tu veux que je réponde, Émilie? Mickaël? Vas-y, je te Oui, laisse. donc elle est entre 40 et 45%, D'accord. mais Eh à ben, merci. l'horizontale. À l'horizontale, d'accord. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce webinaire. Pour les personnes qui auraient pris le webinaire en cours, il est disponible en replay. Vous pouvez aussi le conseiller à d'autres personnes. Il suffit de s'inscrire et on peut le regarder en replay pendant un certain temps. Il est disponible à partir de quand? Demain. Demain, il sera disponible en replay. Alors, nous n'avons pas forcément répondu à toutes vos questions, mais il y a des représentants de TSE qui pourront revenir vers vous. On a vos contacts, vos emails pour revenir vers vous. Merci beaucoup. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous pouvez noter ce webinaire, ça nous permettra de l'améliorer pour nos prochains rendez-vous. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.